Donc bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Cette conférence sur Tintin et l'espace est tout à fait originale, hein, je le précise. Hein, ça n'a jamais été fait ailleurs. En tout cas, avec cette ampleur que vous allez voir. Mais avant tout, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, les héritiers ayant droit de Hergé sont des vautours d'une rapacité sans égale, et donc ils interdisent toute reproduction d'images tirées des albums de Tintin. Donc voilà pourquoi je vous suis reconnaissant de ne prendre aucune photo et encore moins de vidéo. Vous pouvez me prendre moi en vidéo. J'essaierai de prendre une tenue plus sexy à la fin, si vous voulez, pour une vidéo plus intime, mais vraiment, soyez très... j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, parce que le CEV et moi risquerions un procès de la part des éditions Casterman s'il y avait une reproduction. Ça vous explique aussi pourquoi sur l'affiche qui présente la conférence, il n'y a pas d'image de Tintin, parce que là, on serait totalement dans le cadre de poursuites judiciaires. Bon, ceci posé, commençons par le commencement, comme toujours. Donc, c'est en 1947 que Hergé commence à penser à des aventures de Tintin se déroulant dans l'espace et tout particulièrement à la conquête de la Lune. Alors, il est très ami avec Bernard Revelman, c'est un nom qui peut-être vous dit quelque chose, c'était un grand vulgarisateur scientifique qui a eu des émissions de télévision, et moi je me souviens d'émissions dans les années 60 à la télévision, où il parlait notamment de la possibilité de l'existence de dinosaures encore aujourd'hui, ou de bêtes considérées comme étant fantastiques, et il essayait d'apporter un certain nombre de preuves. C'était absolument passionnant pour le petit garçon que j'étais. Et donc, Heuvelmans a publié L'homme parmi les étoiles, qui a beaucoup intéressé Hergé. Et également, il se rapproche de Van Melkebeek, qui était rédacteur du journal Tintin, nouvellement créé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et tous deux, Heuvelmans et Van Melkebeek, avaient beaucoup aimé le film que vous connaissez sans doute de Fritz Lang, hein, La femme dans la Lune, un film muet de 1929, qui est tout à fait remarquable. Alors, au départ, l'idée suggérée par Heuvelmans et Van Melkebeek est la suivante. Ça devait se dérouler sur la base américaine de Red Mill, qui est fictive, mais évidemment, c'est une transposition de White Sands, hein, base réelle, dans le Nouveau-Mexique, où étaient testées les premières fusées américaines à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et même à la fin de la Première Guerre mondiale. Et alors, voilà, l'histoire était absolument rocambolesque, puisque au départ, il voulait remettre en scène Hippolyte Calice. Alors, c'est le savant de l'étoile mystérieuse. Vous savez, celle qui fait pousser d'énormes champignons, le météorite qui est tombé, et lequel était tombé amoureux de Rita Hayworth, voulait lui offrir un diamant, je cite, gros comme ça, donc il se trouve manipulé par un personnage qui est un gangster businessman, ou le contraire, businessman gangster, surnommé le roi d'uranium. Lorsque Hergé prend en charge cette histoire pour tracer un premier crayonné, il fait une planche d'essai en mai 48, et là il va changer, il remplace le professeur Calice par le professeur Tournesol, qu'il met en scène lors d'une interview à Radio City à New York, et qui annonce qu'il va se lancer à la conquête de la Lune, hein, ce qui provoque l'hilarité générale, mais on garde le personnage du roi du radium, et voilà le seul document qui existe de cette version initiale, puisque c'est la seule planche que Hergé a faite, en noir et blanc, la voilà. Donc, comme vous voyez, vous regardez en bas, là, je pointe, vous voyez, Tournesol est interviewé par un journaliste de Radio City, et vous voyez les mines patibulaires
de la bande du roi du radium et l'hilarité générale de tous ceux qui entendent les propos de Tournesol. Hein. Ça les fait beaucoup rire, mais vous reconnaissez parfaitement la patte de Hergé dans ce document, qui eh bien, n'a pas eu de suite. Mais l'idée continue de trotter dans la tête de Hergé. Il va se livrer à tout un travail de documentation en lisant notamment Life, Collier's, Atoms et Science et Vie. Et il tombe dans ses revues sur des illustrations remarquables de Chesley Bonestell, lequel a également réalisé les décors d'un film dont je vais parler un peu après, qui est Destination Moon. Donc à partir de là, Hergé peut se représenter un certain nombre de dessins possibles à partir de ces documents qu'il a trouvés dans ces différentes revues. Et là, il va contacter Alexandre Ananoff, qui est un scientifique français, lequel a publié en 1950 aux éditions Fayard un ouvrage intitulé L'astronautique. Et dans leurs échanges assez nombreux, Ananoff va dire oui, le principe de votre fusée est tout à fait conforme à l'état du savoir scientifique en 1950. Et Hergé, fort de cette approbation de Ananoff, va faire réaliser une maquette en 3 dimensions que vous verrez dans un instant. Et il y a trouvé quoi? Il y a trouvé dans le livre d'Ananoff le principe de la fission nucléaire, de la production de plutonium, de la possibilité de faire un moteur atomique à partir de cela, du carburant et du comburant du moteur auxiliaire de la fusée, le modèle du scaphandre, les tours de montage du le poste de pilotage avec le périscope, tous ces détails que vous allez retrouver dans les dessins de Hergé par la suite. Il y a même la sonnette d'alarme qui avertit du danger des météorites et les travaux scientifiques que l'on peut mener une fois que l'on est sur la Lune, notamment la mesure du rayonnement solaire, etc. Et il y a même des trajectoires possibles pour aller de la Terre à la Lune que Hergé va reprendre à son compte. Alors, petit détail, vous savez que le scaphandre est orange, hein, le scaphandre de Tintin, Tournesol, etc., est orange, et ça vient probablement, c'est pas sûr, hein, c'est pour ça que j'ai mis probablement, d'un numéro de 47 de la revue US Atoms. Alors, maintenant, comme vous le savez, ils vont partir de Sildavie. Alors, Sildavie est un pays tout à fait authentique, hein, qui est très exactement aussi authentique que le pays des Poldèves. Hein, si vous connaissez l'histoire des Poldèves, je vous renvoie aux encyclopédies. Et la Sildavie, les lecteurs de Tintin la connaissent depuis 1939, avec le sceptre d'Ottokar, dans la version originale qui est en noir et blanc. Je vous rappelle que tous les albums de Tintin qui sont parus avant la guerre sont en noir et blanc, et ils seront progressivement colorisés à partir de 46-47. Notamment avec celui qui sera le créateur de Blake et Mortimer, hein, Jacobs, qui a été le coloriste de Hergé aux éditions Casterman. Donc la Sildavie jouxte la Bordurie, laquelle est dirigée par le maréchal Plexiglas, qui est un succédané de Staline, une moustache tout à fait impressionnante, et que l'on salue par Amaï Plexiglas. Et ce royaume pacifique, alors je ne sais pas s'il faudrait peut-être un peu remonter, parce qu'il manque une partie du texte. Enfin, je le connais par cœur, c'est pas grave. C'est un royaume de 700 000 habitants, hein, dont la capitale est Clove, 120 000 habitants, dont l'économie est agricole. La Sildavie, et ça nous le savons depuis le sceptre d'Ottokar, exporte du blé, du bois, des chevaux et des violonistes.
Et donc on peut se demander comment un pays qui est essentiellement à base agricole peut offrir la possibilité d'un énorme complexe scientifico-industriel pour lancer une fusée depuis la base de Zbrodj. Alors j'espère que vous savez tous ce que veut dire Zbrodj. Ah là 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 là. Zbrodj est un mot bruxellois qui veut dire chou de Bruxelles. Et la Sildavie peut donc arguer de sa neutralité, puisque les recherches sont strictement pacifiques, et à l'évidence, Hergé s'est inspiré du centre européen, du Conseil européen de la recherche nucléaire, qui existait, qui avait été créé en 1952 en Suisse. Donc le CERN est en quelque sorte transposé en Sildavie. Alors, il n'y a aucun Sildave, c'est international, mais il n'y a pas de Sildave. Le directeur s'appelle Monsieur Baxter, il est très probablement américain, ça n'est jamais dit, ni aucun militaire, ni d'ailleurs aucune femme, puisqu'on fait des recherches sérieuses. Et dans Objectif Lune, il y a les seules figures féminines que vous trouvez, c'est l'hôtesse de l'air dans l'avion de la Sildair qui conduit Tintin et Tournesol pour rejoindre, et Haddock pour rejoindre Tournesol à Clove, et après là ils sont pris en charge de Clove pour aller à Zbrodj. Et cette malheureuse hôtesse, comme vous savez, prétend mettre de l'eau dans le whisky du capitaine Haddock, ce qui lui vaut de un halte malheureuse, pas ça. Mais c'est la seule femme. Et dans on a marché sur la Lune est le seul album dans lequel il n'y a strictement aucune présence féminine. Bien, alors, la parution originale, c'est dans le journal Tintin, à partir du 30 mars 1950 jusqu'au 30 décembre 1953 en 117 planches. Alors c'est un hebdomadaire, donc si vous faites le calcul, vous vous dites, bon 117 planches en aussi longtemps, comment ça se fait? Tout simplement parce que Hergé, en fin 51 et 52, fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out. Et il arrête de dessiner les différentes planches de l'aventure lunaire. Et cette parution, alors c'est dans l'édition belge du journal Tintin. À l'époque, il y a deux éditions. Il y a l'édition belge et l'édition française, qui présentent des différences de couverture, de une, et également de contenu. Et au fil du temps, ces deux éditions se sont pratiquement confondues. Mais au départ, c'est vraiment tout à fait, ce sont vraiment deux éditions séparées. Ce qui fait que les petits Français n'ont pu commencer à lire l'aventure lunaire qu'au mois de mai de 1950 et non pas à partir du 30 mars. Alors les voilà. Alors ce que vous avez à gauche, c'est la couverture du journal Le Tintin qui annonce que dans une semaine vont commencer les aventures de Tintin et Milou. Avec une chose tout à fait surprenante qui n'a pas d'explication. Je vous la montre, c'est ça. Qu'on voit les figures des héros, c'est très bien. Que l'on voit le quartier de lune, c'est très bien. Mais ce personnage mystérieux, un peu inquiétant, en ombre chinoise, on ne comprend pas très bien. Ça ne sera jamais expliqué. Alors, avis aux amateurs, si vous pouvez me donner une interprétation, je suis preneur. Du côté droit, c'est la couverture du premier numéro de Tintin, avec la première planche de on a marché sur la Lune. Donc je précise tout de suite que On a marché sur la Lune, qui pour nous est le titre du deuxième album, Objectif Lune, On a marché sur la Lune, c'est le titre de l'aventure complète dans le journal Tintin. Ça ne sera séparé en deux albums qu'après. Je reviendrai sur ce point capital. Et vous voyez bien entendu que la Lune représentée a beaucoup à voir avec la Lune du film de Méliès. Vous vous souvenez, l'obus qui arrive sur le visage de la Lune dans le film de Méliès. C'est évidemment le clin d'œil est évident. Alors là, vous avez quelque chose qui semble également tout à fait mystérieux. C'est le mammouth.
Alors, ceci va s'expliquer, puisque Mammouth, c'est le nom de code donné par les espions qui veulent détourner la fusée lunaire à leur bénéfice, espions dont on ne sait trop s'ils sont soviétiques ou autres, hein, ça n'est jamais dit, et qui ont donné un nom de code aux différents protagonistes de ce projet. Et Mammouth, c'est le nom de code de Tournesol. Voilà qui s'explique. Alors, en 2019, la bande dessinée originale et ses 117 planches a été rééditée. Et là, vous avez la couverture du volume, et ça s'intitule « Les premiers pas sur la Lune ». Mais ça reprend de manière tout à fait exacte chacune des 117 planches parues dans le journal Tintin entre 50 et 53. Et ce qui a été choisi comme iconographie de la couverture n'est autre que la page de titre de l'album de 54, c'est-à-dire « On a marché sur la Lune ». Alors, je vous donne un exemple de planche qui est paru dans le journal Tintin. Alors, je vous fais remarquer 3 choses. La première, comme vous voyez... Ah, Christian, ça ne marche plus. Donc, je vais prendre le petit. Voilà. Donc, vous voyez en haut, vous avez un bandeau avec « On a marché sur la Lune » et le C est un croissant de lune. Et vous avez, dans le rectangle jaune, vous avez le résumé de l'action de la planche précédente. Hein. Alors ça, évidemment, tout ça, ça disparaîtra lors de la réédition en album. Hein. Alors, j'attire votre attention sur 2 détails. Hein, sur 2 détails. Le premier, comme vous voyez, c'est la couleur des uniformes blues, vêtements de travail, vêtements des scientifiques, qui est verte ici. Et le deuxième détail, c'est ce que vous avez ici, lorsque Tournesol qui trébuche, qui arrive sur l'ouvrier qui est en train de mettre la dernière main à la peinture de la fusée expérimentale, le bouscule et naturellement, Haddock prend toute la peinture sur lui. Alors, je vous invite à comparer avec la même planche, qui est la numéro 16 dans Objectif Lune, où vous voyez que les couleurs ont changé, et que ici, on n'a plus non plus le même dessin. Ça fait partie des nombreux petits remaniements que Hergé a opérés lorsqu'il a décidé de faire paraître ce qui était dans le journal Tintin sous forme d'album. Puisqu'en effet, on va passer de 117 planches dans le journal Tintin à 2 fois 62 dans les albums. Vous savez que tous les albums de Tintin font 62 pages, hein, dans le nouveau format qui a été adopté après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça implique reformatage, évidemment. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la refonte? Reformatage en 2 albums de 62 pages, suppression de gags, je vous en montre juste un après, quelques changements dans les dialogues, différents coloris, recadrage de cases pour pouvoir faire une transposition qui permette de rentrer dans les 2 fois 62 cases. Planches, pardon. Alors, donc, un gag supprimé qui apparaissait dans les planches 110 et 111 du journal Tintin, qui est celui-ci, où vous voyez, alors vous vous souvenez que les Dupont vont voir à nouveau leurs cheveux et leurs moustaches considérablement poussés à cause de l'apesanteur, de l'atmosphère différente dans la fusée. Vous vous souvenez que c'est dans quoi que L'or noir. C'est dans Tintin au pays de l'or noir, très bien, il y en a un qui suit. Dans Tintin au pays de l'or noir, que les Dupont ont avalé par mégarde, croyant que c'était de l'aspirine, des cachets qui avaient été fabriqués par le professeur Tournesol pour mettre fin à l'explosion du carburant dans les moteurs, justement, qui ne devaient pas être trop à explosion.
hein, et ça leur a causé ces troubles récurrents. Donc, dans la fusée, leurs cheveux vont pousser, Haddock se présente comme volontaire pour faire la coupe, évidemment ça continue de pousser, et donc il décide de se débarrasser des cheveux dans un sas qui donne sur le vide interstellaire. Alors ce qui est évidemment n'est absolument pas tenable, hein. Vous voyez, c'est là, en bas, et là, crac, ça y est, ça ne marche plus non plus. Si, ça, voilà, c'est là. Et ça se continue dans la planche suivante que je vous ai grossie, parce que Milou a été pris par mégarde dans les cheveux que l'on balance à l'extérieur. Tintin veut évidemment aller le rechercher, et là, vous voyez, là c'est absolument pas possible. Il se trouve sans aucune protection dans un sas qui communique avec le vide spatial. Donc on l'a fait remarquer à Hergé, qui a supprimé ce gag. Donc, les deux albums, 1953, alors vous me direz, bah oui, mais en 1953, la parution n'est pas terminée dans le journal Tintin. Si, tout ce qui va rentrer dans Objectif Lune, ça a déjà été paru. Donc, alors que la parution hebdomadaire continue pour ce qui va constituer On a marché sur la Lune, il peut y avoir la sortie de l'album Objectif Lune en 1953, et en 1954, l'album On a marché sur la Lune. Donc ça, ce sont les couvertures que vous connaissez, évidemment. Bien. Alors, après la genèse, les sources. Il faut être sérieux quand on parle de Tintin. Le livre que je vous évoquais tout à l'heure, dont voilà la couverture, hein, Alexandre Ananoff, l'astronautique, donc paru en 1950, qui a été un grand succès, hein, de librairie. Alors, des sources documentaires que Hergé a obtenues auprès des ateliers de construction électrique de Charleroi, lesquels commençaient à avoir une expertise dans la conception et la construction d'installations nucléaires. Hein, la Belgique est très en avance en 1945. Alors, des illustrations. Non, comme l'illustration suivante est très grande, je vous dis de quoi il s'agit. C'est une illustration de Chesley Bonestell dont je vous parlais tout à l'heure, lequel, dans le magazine Colliers du 25 octobre 1952, a fait ceci. Et vous voyez comment le paysage lunaire, imaginé par ce graphiste, est très très semblable à ce que vous allez trouver dans les albums de Tintin. Également, hein, ce genre de document, un cirque lunaire, dont Hergé va s'inspirer pour le cirque Hipparque, que vous allez trouver dans On a marché sur la Lune, vu à travers le télescope stroboscopique qui est dans le poste de pilotage, planche 20, case 3. Illustration décor du film Destination Moon. Vous voyez qu'on est exactement dans le même principe d'illustration esthétique qui se veut véridique. Hein. Et vous voyez que le dessin de la fusée est assez proche de ce que Hergé mettra en scène. Et regardez, vous comparez avec ça, la planche 23, case 1, de On a marché sur la Lune. Hein, il y a quand même un certain nombre de similitudes. Le scaphandre, alors le fameux scaphandre orange, hein, dont vous voyez qu'il y a une source photographique, enfin plus exactement, c'est pas une photo, c'est un dessin, qui est tout à fait clair. Là, c'est quand Haddock, on lui fait faire un test de scaphandre et on a oublié les souris qu'on avait mises dans le scaphandre pour le premier test, donc il est en train de sursauter parce que les souris cherchent désespérément à sortir. Alors également des photos, alors celle de Oak Ridge, hein, dans le Tennessee, qui est le laboratoire national de sciences et de technologie, créé en 1943. Donc Hergé connaît cette photo de Oak Ridge. Et vous voyez la similitude
avec le centre technique de Zbrodj. Alors le film Destination Moon, qui a été le premier grand film sur la conquête de la Lune en Technicolor. Alors ça, évidemment, ça a ébloui les spectateurs de l'époque. Donc ça, ça c'est une première affiche. Voilà une autre affiche. Alors, Destination Moon, la version française, le titre a été traduit en Objectif Lune. Donc il est possible que Hergé se soit souvenu de Objectif Lune, du titre pour cela. Et on est à peu près sûr qu'il l'a vu à Bruxelles en 1950. Et alors il y a eu 3 adaptations en bande dessinée de ce film. Et la première, que Hergé connaît, est parue dans Strange Adventures en août 1951. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire pour le titre. Alors, maintenant rentrons un peu plus dans le vif du sujet. La fameuse fusée expérimentale XFLR6, celle évidemment qu'il faut tester avant de pouvoir envoyer les astronautes sur la Lune. Alors, Hergé s'est évidemment inspiré de quelque chose. La voilà. Et ça vient de là. Ça vient d'un ouvrage absolument authentique de Leslie Simon, German Research in World War II, qui est de 1947, que Hergé connaît, et vous voyez la similitude entre la fusée expérimentale dans Objectif Lune et la fusée représentée en iconographie de couverture. Alors, je pense que l'avion, ça doit censé représenter le Messerschmitt 262, le premier avion à réaction construit par les Allemands à partir de fin 43, début 44. Mais le profil de l'avion, c'est absolument pas ça. Mais sans ça, je ne m'expliquerai pas la proximité de la fusée, qui est évidemment un V2, avec un avion. Alors, dans l'affaire Tournesol, Hergé avoue sa source. L'affaire Tournesol, c'est l'album qui suit On a marché sur la Lune. Et vous voyez qu'il manque un détail. Et il manque la croix gammée. Alors, le fameux V2, là on en voit un qui décolle de la base de Peenemünde, dans le nord de l'Allemagne, et le V2 allemand était en damier noir et blanc. Alors que la fusée expérimentale et la fusée lunaire chez Tintin sont en damier noir et rouge. Rouge et blanc, pardon. Alors, d'où vient le rouge et blanc? Évidemment, de la couverture du livre. Il y a une interprétation un peu délirante en disant que ça vient du drapeau croate. Je ne vois pas le rapport, d'autant qu'il n'y avait pas de drapeau croate à l'époque. Il y a le blason de la Croatie, ce sont des damiers rouge et blanc. Mais non, c'est beaucoup plus simple de montrer que ça vient de là. Bon, passons. Et voilà les premiers V2 construits basés sur le V2 allemand, les premières fusées américaines. Donc j'ai mis Made in USA, alors vous voyez quand même, bon, certes il n'y a plus de damier, mais enfin c'est quand même très très proche du V2. Évidemment, ils avaient récupéré Von Braun. Voilà. Alors la pile atomique. La pile atomique qui doit servir pour la fission nucléaire, qui pourra fabriquer le plutonium pour le moteur atomique de la fusée dans Objectif Lune. Alors la pile atomique, elle vient en grande partie de ça. La pile que le grand physicien, le grand savant Enrico Fermi avait créée en 1942 à Chicago. Vous voyez bien que... Alors, il s'est également, très probablement, servi d'un document fourni par les ateliers Charleroi,
dont Jacob s'est également servi pour le piège diabolique à la page 42. Je ne vous l'ai pas reproduit, il faut quand même que vous puissiez travailler un peu. Non, vous vous reporterez au piège diabolique. Et vous voyez que la pile atomique quand même présente pas mal de similitudes avec celle d'Enrico Fermi. Hein, ce sont donc d'énormes blocs de graphite. Vous avez les canalisations de refroidissement. Ce sont des tubes de cadmium qui tombent, qui descendent dans la pile. C'est remarquablement expliqué par Wolf, par l'ingénieur Wolf à Haddock et Tintin. Et c'est tout à fait conforme à l'état du savoir de l'époque. Alors la fusée lunaire elle-même. Eh bien, Hergé en donne un schéma que voilà dans Objectif Lune, avec la localisation de tous les compartiments, depuis le poste de pilotage, qui n'est pas en haut, qui est juste après. Donc ce diagramme est extrêmement précis, et vous avez la liste sur le côté qui vous indique quels sont les différents composants de la fusée, et ceci avait été validé par le savant Ananoff. D'où la fameuse maquette que j'évoquais plus tôt, que voici. Donc là, c'est Hergé que vous voyez à côté de la maquette, et une reproduction en couleur de la dite maquette avec le poste de pilotage que vous avez sous la tête d'ogive, et puis la cabine avec les lits qui est juste en dessous. Et le poste de pilotage, le voilà. Vous voyez donc le télescope stroboscopique que vous avez au milieu. Vous avez une carte avec les constellations et tous les cadrans et autres commandes de ce poste de pilotage. C'est très curieux, vous avez une horloge à l'ancienne. Oui, oui, c'est pas digital. Que voilà. Et voilà la fusée, sur le pas de tir, avec les 2 tours. C'est remarquablement fait. Vraiment, dans le sens du détail, si vous regardez à la loupe chacun des petits personnages et autres, c'est du travail d'orfèvre. Et vous voyez donc que la fusée lunaire reprend le même décor en damier, rouge et blanc, que la fusée expérimentale. Voilà, ça c'est la nuit du départ, la nuit de l'envol. Donc le décollage. Alors vous avez 2 dessins qui représentent le décollage de la fusée. Et vous avez la carte donc, qui est dans Objectif Lune, la planche 61, donc l'avant-dernière planche. Et ce qui est intéressant, c'est que alors, le pays, la Moldavie se situe dans les Balkans. Et effectivement, vous voyez que le point de départ semble bien être dans cette Europe balkanique. Alors, la fameuse manœuvre de ratournement. Puisque, évidemment, Hergé a choisi une fusée qui va rentrer sur Terre, ce qui n'a été pour l'instant fait que par Elon Musk, la fameuse fusée réutilisable. Il n'imagine absolument pas une fusée qui serait par étages successifs, qui se détacherait au fur et à mesure de la progression. Donc il faut que la fusée revienne, mais comme elle part comme ça, et qu'elle va arriver comme ça sur la Lune, il faut qu'elle se retourne. Donc il imagine une manœuvre de retournement, que vous avez ici. Vous voyez la succession des dessins. Alors les puristes ont dit que ça ne peut pas marcher parce qu'il faut 2 moteurs auxiliaires et pas un seul.
Mais évidemment, pour pouvoir faire la manœuvre de retournement, il faut que l'apesanteur soit créée dans la cabine, et Haddock n'a pas à oublier de mettre ses chaussures magnétiques pour rester sur le sol, donc il voltige ainsi que Milou. Et lorsque le moteur redémarre, paf, hein, vous voyez, Haddock et Milou se cassent la figure. Ça arrivera plusieurs fois, ça fait partie des gags de l'album. Maintenant, l'alunissage, voilà. La même chose, mais à l'envers. Et après, il va falloir redécoller de la Lune. Donc ça, c'est la planche 50. On a marché sur la Lune, voilà. Et avec au milieu la case, les traces de pas qui restent. Vous avez le char lunaire hein, qui reste aussi, ça on expliquera pourquoi juste après. Et vous voyez que, en fait, Hergé, très intelligemment, après la carte du décollage terrestre, vous met une carte du décollage lunaire. On peut vraiment faire le parallèle. Alors après, il faut revenir sur Terre. Et alors là, évidemment, risque de se produire une tragédie, puisque M. Baxter et d'autres veulent absolument arriver avant la fusée, et ils risquent d'être brûlés vifs par le jet de la tuyère. Voilà. Alors, évidemment, on emporte du matériel pour la Lune. Alors, vous avez un théodolite, vous avez un télescope, et puis vous avez l'extrait du journal de bord du professeur Tournesol avec la description des travaux qui vont être faits. Alors, l'écriture, c'est celle d'un collaborateur de Hergé. L'étude des rayons cosmiques et observation des planètes les plus proches, c'est-à-dire c'était le programme scientifique qui se trouvait dans le livre d'Ananoff. Et le fameux char lunaire. C'est une véritable merveille de technique. Donc, il ressemble étonnamment à un char d'assaut, sauf le canon, mais alors lui, il va rester sur place. Alors, il y a une découverte absolument majeure, qui est celle-ci. La preuve qu'à une certaine époque, il y a eu de l'eau sur la Lune. Ce qui est corroboré ici, puisque le Tintin glisse sur de la glace. Or, il se trouve que les chercheurs de Caltech, donc l'université californienne, dès 61, avaient émis l'hypothèse théorique de présence de glace au fond de certains cratères de la Lune. Et qu'en 1994, l'orbiteur Clementine a détecté de la glace d'eau sur la Lune par l'utilisation d'un radar bistatique. Donc, qui a découvert de l'eau sur la Lune? Voilà. Il faut quand même mettre fin à ce mensonge qui attribue la découverte et la confirmation de la présence de l'eau sur la Lune à une époque bien postérieure à la publication de Tintin. Alors, la postérité. Je parlais de mensonge. Ben voilà. Voilà. Un mensonge flagrant, authentifié par les postes américaines.
la Poste française va dans le même sens. Le philatéliste que je suis se doit de dénoncer les timbres mensongers. Car, en effet, heureusement, la Poste belge a rétabli les faits. Ça, c'est le titre flamand, hein, le titre néerlandais, que c'est pris dans une planche entière de timbres émis par la Poste belge. Un timbre sur deux est en français, un timbre sur deux est en néerlandais. Alors, la vérité incontestable, et j'insiste, ça y est, j'ai fait quelques pas, pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, on a marché sur la Lune. C'est Tintin qui a marché sur la Lune le premier. Hein, vous voyez qu'il est à quelques mètres de la fusée. Il n'a pas dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Non, non. Il a parlé de l'histoire de l'humanité. La preuve, ben la voilà. C'est indéniable. C'est indéniable. Lorsque Armstrong débarque sur la Lune, qui rencontre-t-il? Je ne peux pas dire mieux. La preuve numéro 2, c'est celle-ci. C'est que cet album, On a marché sur la Lune, a été signé par les astronautes américains. Eh oui, vous reconnaissez la signature de Neil Armstrong, de Buzz Aldrin, etc. Donc, jamais ils n'auraient signé un album s'ils n'avaient reconnu qu'ils avaient été précédés sur la Lune. Hein? Ça vaut très très cher, hein, un exemplaire unique. Non, je ne l'ai pas. Hein. De la même façon que l'ouvrage de Leslie Simon, là, sur German Research during World War II, est devenu une pièce de collection depuis l'album de Tintin, depuis l'affaire Tournesol, et ça vaut très très cher. Ça vaut très très cher, surtout avec ce qu'on appelle la dust jacket, hein, vous savez, la couverture papier, hein, la jaquette du livre. S'il n'y a pas la jaquette, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut absolument la jaquette parce que c'est là qu'il y a l'illustration. Donc si vous voyez passer ça en vente aux enchères, n'hésitez pas. C'est quelque chose qui va fructifier. On n'en trouve plus. Donc vous voyez, là, je trouve quand même que... il faut rétablir. Il faut rétablir la vérité. Alors, ça, vous ne le savez peut-être pas. Donc, Hergé, en 69, consacre 4 planches à l'expédition Apollo 12, dans le Paris Match du 29 novembre 69. Là aussi, c'est une pièce de collection, dont voilà la couverture. Et voilà la version colorisée dans « Ils ont marché sur la Lune, de la fiction à la réalité ». Alors la fiction, c'est le mensonge américain, la réalité, c'est la découverte de la Lune par Tintin, bien entendu, vous avez parfaitement compris. Et voilà, on voilà un extrait. Et vous voyez, donc vous avez le dessin du lemme, etc. Hein, donc il a tout simplement dessiné de manière très très précise ce qui a été fait par les astronautes américains. Donc, vous voyez que lorsqu'on regarde cette entreprise de Hergé sur Tintin et l'espace, je crois qu'il y a 3 choses qui paraissent vraiment importantes. C'est le sérieux avec lequel Hergé a dessiné les planches. C'est-à-dire qu'il s'appuie vraiment sur la documentation disponible à son époque, qu'il étudie de manière très, très attentive. Il s'est entouré d'une petite équipe, hein, aux éditions Casterman,
notamment pour faire des recherches pour lui, voir quels sont les ouvrages qui pourraient lui servir, etc. Donc ça, c'est le premier point. Alors, ça n'est pas spécifique à ces deux albums-là, hein. Hergé était quelqu'un qui était très très scrupuleux quant à la véracité et l'authenticité de tout ce qu'il intégrait dans les différentes cases de ses albums. Modèles de voitures, mobilier, etc., etc. Tous les accessoires peuvent être reliés à des choses authentiques que Hergé simplement dessine, hein, avec le principe de la fameuse ligne claire de la bande dessinée belge. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, ces deux albums, d'abord les 117 planches, puis les deux albums, paraissent à un moment où il y a vraiment une grande excitation scientifique autour de la conquête spatiale. Là, on est vraiment dans une concomitance tout à fait significative. Même si, évidemment, le voyage dans la Lune, vous avez des textes littéraires dans l'Antiquité, hein, sur le voyage dans la Lune, mais on est évidemment dans le pur imaginaire. Tandis que là, scientifiquement, on sent que la possibilité d'envoyer des hommes sur la Lune peut devenir tout à fait réelle. Hein, il y a une convergence de grands travaux là, qui, il faut bien le dire, au début sont tout à fait favorisés par la Deuxième Guerre mondiale, et avec l'existence du V2, par la guerre froide, hein, et ça, on sait très bien qu'il faudra être le premier à envoyer un satellite, il faudra être le premier à aller sur la Lune, donc il y a eu une accélération et par conséquent un financement considérable de la recherche scientifique, hein, autour de ces missions à venir. Et ensuite, au fond, que fait Hergé? Il cautionne, un siècle après, il cautionne Jules Verne, hein, avec le voyage vers la Lune et autour de la Lune, hein, Jules Verne ayant été vraiment le premier à populariser dans la littérature de jeunesse une aventure lunaire. Hein. Et bien entendu, il connaît Jules Verne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la bande dessinée permet de dramatiser sous la forme d'une histoire avec une progression, avec des péripéties, avec des moments d'inquiétude pour les héros, avec évidemment le danger que représente l'espionnage industriel, avec les aléas. Hein, bon, vous en avez un extraordinaire. Hein, effectivement, il y a une météorite, hein, qui risque de détruire la fusée, et Tournesol a mis au point un système qui va piloter automatiquement la fusée pour qu'elle évite la trajectoire de la météorite. Vous en avez un autre, hein, lorsque, comme vous le savez, les espions ont réussi à introduire dans la fusée, grâce à l'ingénieur Wolf, un de leurs agents qui était présent dans le sceptre d'Ottokar, qui était le chef de la garde du roi Muscar XII, et qui complotait contre lui, et qu'on retrouve, hein, c'est encore un lien avec la Sildavie, mais là c'était un agent plus ou moins payé par la Bordurie. Et donc cet agent va être tué dans un combat, dans une bagarre avec Wolf, qui ne veut pas qu'il liquide tous les autres pour pouvoir décoller de la Lune et aller dans le pays supposé des espions. Donc là, on est dans une situation extrêmement tendue. Hein. Et comme vous le savez, l'ingénieur Wolf est victime d'un chantage, puisqu'il avait fait des dettes de jeu et il pensait que c'était terminé, mais non, évidemment, on l'a retrouvé, et donc on fait pression sur lui, et Wolf va se sacrifier. Hein. Après avoir tué l'espion, il va se sacrifier pour permettre
aux passagers de la fusée de rentrer sur Terre en ayant, l'espère-t-il, suffisamment d'oxygène. Car, bien entendu, comme vous le savez, les Dupont sont dans la fusée, puisqu'ils étaient arrivés à Sbrodj, et ils s'étaient costumés en exode grec, pensant que c'était le costume national Sildave. Et donc Milou dit, ça y est, entrée sensationnelle des Dupont Brothers. Et alors évidemment, les Dupont, avec leur crétinisme habituel, font bêtise sur bêtise, et ils décident que pour qu'il y ait plus de sûreté, ils vont passer la nuit dans la fusée avant le décollage, et ils ont confondu 13h34 et 1h34. La fusée décolle en pleine nuit à 1h34, eux ils pensaient que c'était à 13h34, donc ils sont embarqués sur la Lune. Ce qui fait une consommation d'oxygène beaucoup plus importante. Bien, donc la dramatisation de l'histoire est absolument remarquable. Comme toujours dans les albums, surtout dans les albums de Tintin, je dirais à partir des années 50, avec le sommet absolu de l'intrigue en huis clos, qui est Les Bijoux de la Castafiore, hein, qui est un modèle, vraiment un modèle d'intrigue et de densité de l'histoire. Et donc la bande dessinée permet, avec la dramatisation, de susciter un intérêt prodigieux pour les lecteurs jeunes et vieux. Donc ça, c'est la grande réussite de Hergé, donc y compris avec cette conquête de la Lune. Donc vous voyez, il faut bien à la fois situer cet album dans son contexte scientifico-idéologique des années 50, dans ce qu'on pourrait appeler la continuation d'un imaginaire spatial, hein, et plus particulièrement d'un imaginaire lunaire, depuis, pour ce qui est de la littérature française ou francophone, depuis Jules Verne, réactivé par le cinéma. Hein, il y a eu beaucoup de films sur la conquête de la Lune, de films muets. Bon, le plus célèbre, c'est effectivement La femme dans la Lune de Fritz Lang. Et donc, Hergé se trouve, je dirais, au confluent de tous ces courants, de tous ces intérêts qui se manifestent. Et ce qui prouve que Hergé est vraiment très, très en phase avec son temps. Et ça, on le voit avec chacun des albums. Jean Poissel, tout à l'heure, évoquait Coq en stock, etc. À chaque fois, c'est lié à quelque chose qui est un sujet d'actualité ou un sujet particulièrement marquant dans l'histoire. Le lotus bleu, qu'est-ce que c'est que le lotus bleu? C'est l'invasion de la Chine par les Japonais dans les années 30, très clairement. C'est on ne peut plus explicite. Coq en stock, c'est l'esclavage pratiqué par les Arabes, qui se trouve dénoncé dans cet album. L'affaire Tournesol, c'est la bordurie qui veut acquérir une arme de destruction massive, expression qui n'existe pas à l'époque, mais qui est très exactement l'enjeu de cet album. C'est pour ça qu'ils kidnappent Tournesol, lequel travaillait sur les ultrasons. Et c'est une machine à ultrasons qui est censée détruire des bâtiments et des gratte-ciel. Et puis, alors, vous avez d'autres albums qui sont liés à un certain nombre de préoccupations, voire de fantasmes, comme Tintin au Tibet avec le Yéti. Bon, ça correspond à une crise spirituelle de Hergé, Tintin au Tibet. Certains l'appellent l'album blanc, parce qu'il y a énormément de blanc avec les sommets de l'Himalaya qui sont enneigés. Donc, quoi qu'il en soit, on a marché sur la Lune, version originale, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, version en 2 albums, sont un superbe exemple de la bande dessinée des années 50. Et n'oubliez pas que ça se situe également dans un autre contexte, qui est celui de la production massive aux États-Unis d'abord, en Europe ensuite, de récits illustrés de science-fiction. Vous avez beaucoup de revues américaines destinées à la jeunesse,
Amazing Stories par exemple, hein, qui mettent en scène des aventures dans l'espace. Hein. Alors certaines sont complètement délirantes, mais absolument passionnantes. Et donc, il y a aussi cette attente de la part d'un lectorat jeune, hein, de ce type d'aventure. Hein. Et ça sera relayé par quoi? Dans pas très très longtemps, par les séries télévisées de science-fiction, la plus célèbre étant Star Trek. Hein. Star Trek, hein, c'est aller au-delà, hein, la dernière frontière, the last frontier, c'est la frontière de l'espace. Hein. Donc on est dans cet imaginaire du développement sans fin de l'expansion humaine. On est dans un climat d'optimisme technologique et scientifique qui succède à la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Au fond, c'est un nouveau départ, et la Lune devient une sorte d'objectif à décrocher la Lune, si j'ose dire. C'est un but d'une humanité qui redevient conquérante et qui peut mettre le meilleur d'elle-même au service d'un projet qui, en soi, pouvait paraître complètement utopique. Et donc, l'utopie, je suis désolé, elle a été réalisée par Tintin bien avant les autres. Donc ça n'est plus une utopie, c'est du réel. Donc, ça c'est ma conclusion. Hein, puisque, bon, le 21 juillet 69, 2h56, temps universel, c'est le moment où la fusée, enfin pas la fusée, le LEM se pose sur la Lune et donnera lieu à la célèbre citation de Neil Armstrong. Mais je suis désolé. Et les Américains ont toujours caché qu'ils avaient vu les pas de Tintin sur la Lune, qui étaient restés depuis 1954. Voilà ce panorama que j'ai essayé de vous faire le plus ludique possible, mais vous avez remarqué que les sources sont sérieuses, que la documentation est précise, que je vous ai situé les planches et les cases, hein, d'une manière, vous pourrez vérifier après coup. Tout ça est parfaitement exact. Et bien écoutez, maintenant je suis prêt à répondre à des questions. Merci beaucoup Gérard, c'était un grand plaisir de voir ces illustrations sur le grand écran, parce qu'on a un grand écran, mais non pas dans un album, mais vraiment de voir plus de détails finalement. Les vues sur la Lune, de la fusée sur la Lune, c'est magnifique, ça, magnifique. Je pense qu'il y aura des questions. Oui, je l'espère bien. Ben voilà, on espère tous. Oh là là, monsieur au premier rang. J'ai eu une information. La vitesse de satellisation pour sortir d'un extraterrestre, c'est 11 km par seconde. C'est dans Tintin. Et quand j'étais en école, j'étais stupéfait d'apprendre que c'était la bonne vitesse. Eh oui, il a trouvé ça dans le livre d'Ananoff. En revanche, il faut le concéder, il y a une erreur. C'est que la fusée lunaire met environ 4 heures de la Terre à la Lune. Donc une vitesse de 45 km à la seconde. Les Américains ont mis 2 jours ou 3 jours. Hein. Donc là, effectivement, ça n'est pas possible. Hein. Deuxième erreur. À chaque fois que, depuis la Lune, vous avez une représentation de la Terre dans les cases, il n'y a pas un nuage. Alors que vu de la Lune, d'ailleurs vu de l'espace, la Terre est recouverte d'un manteau nuageux. Mais je crois, je pense que Hergé le savait, mais qu'il veut montrer cette espèce de parallèle entre la surface lunaire et la surface terrestre, non recouverte d'un manteau nuageux. Alors l'autre erreur, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, ceux qui ont dit non, il faut deux fusées latérales pour la manœuvre de retournement. Mais c'est vrai, bon, 4 heures pour aller sur la Lune,
même les fusées les plus rapides ne peuvent absolument pas le faire. Alors, on nous a montré les premiers pas de Armstrong, Aldrin et le troisième astronaute. Comment? Non. Oui. Il y en a que voilà. Donc, il y en a un qui était obligé de rester. Le premier pas Oui. sur la Lune. Oui. Et après, on nous a dit non, on a tourné ça dans des studios parce que les images étaient meilleures. Qu'en est-il? Non, ça fait partie des canulars qui circulent sur Internet. Effectivement, on trafique des images pour faire croire que ça a été filmé en studio, etc. En revanche, non, la découverte antérieure de la Lune par Tintin, elle, est d'une vérité qui ne peut pas être contestée. C'est pas possible. Bonjour, Oui. je voulais vous faire une remarque. C'est Antonov, c'est un nom russe. Et est-ce qu'il avait conscience à l'époque qu'il s'était inspiré probablement d'un savant russe du XIXe siècle, qui s'appelle Konstantin Tsiolkovsky? Alors, effectivement, ça a été dit, que Ananov a puisé une certaine partie de ses informations dans cet ouvrage. Parce qu'il avait une cigare volant, justement, Tsiolkovsky. C'est ça, oui. Mais ce savant français, bien qu'il ait un nom russe, a quand même proposé, avec cet ouvrage, la synthèse qui, à l'époque, est la plus complète et la plus précise sur l'état de l'astronautique en 1950. Alors effectivement, on peut toujours trouver des sources antérieures, bien sûr. Christian a une précision à donner. Oui, Ananov a vulgarisé aussi la conquête spatiale. Il est venu de nombreuses fois au LRBA prendre des renseignements. Et Philippe Varnoto, qui a fait la conférence précédente, lui a consacré un ouvrage complet qu'il a diffusé il y a 3-4 ans, qui lui a valu un prix de l'Académie de l'air et de l'espace. Je crois qu'il faut également signaler la largeur d'esprit d'Ananov, qui est contacté par un dessinateur de bande dessinée, qui a priori n'a rien d'un scientifique, et qui va l'encourager et lui dire non, vous avez raison, une fusée comme ça peut marcher. Je trouve ça remarquable. Alors bon, on sait que les astronautes n'ont pas utilisé de moteur atomique pour la fusée, qui est considérée comme étant un peu trop risquée, un peu trop dangereux. Mais il semblerait qu'on y songe pour aller sur Mars, c'est-à-dire d'équiper une fusée qui irait vers Mars d'un moteur atomique. Pourquoi? Parce que sans ça, il faudrait une quantité de carburant énorme, alors que la fission nucléaire peut fournir l'énergie suffisante d'une manière beaucoup plus efficace. Donc, pour la Lune, non, mais pour Mars, peut-être. Oui, je voudrais revenir sur la fusée. Oui. La fusée, c'est une V2, mais une V2 beaucoup plus grande qu'une V2. Ah oui, on est d'accord. Et justement, je comparais, je ne sais pas si tu as été capable de donner à peu près une taille approximative de cette fusée. Je peux. Et par rapport, par exemple, à la fusée qui a emmené les hommes sur la Lune, j'ai l'impression qu'elle est à peu près d'une taille équivalente. Oui, non, mais je peux le faire, comme disait Pierre Dac. Je peux le dire. Alors, dans un premier temps, ceux qui se sont penchés avec une attention scrupuleuse sur la fusée lunaire, alors pas la fusée expérimentale, la fusée qui va vers la Lune, ils ont avancé une hauteur de 50 mètres. En réalité, c'est 75 mètres. Elle fait 75 mètres de haut. Et d'ailleurs, si on fait un comparatif avec la fusée de Hergé et les fusées successives qui ont été utilisées par le programme Mercury, le programme Apollo et par le programme soviétique, on voit qu'on est dans des hauteurs qui sont assez comparables.
Bon, je mets de côté la fusée Titan, hein, qui était beaucoup plus haut. Donc 75 mètres. Hein, 75 mètres. Et alors, dans les différents étages du schéma, hein, que vous avez vu tout à l'heure, hein, un bleu, hein, c'est un bleu de dessinateur. Alors, il y a une partie qui n'est jamais montrée dans les différentes cases d'objectifs Lune et de marcher sur la Lune. C'est celle qui contient les réservoirs. Réservoir d'eau, réservoir d'oxygène, etc., qui est l'étage qui est 2 fois plus haut que les autres. On sait qu'il est là, mais il n'est jamais montré. Bon, on m'entend? Une question au professeur de littérature. Oui. Est-ce que Hergé n'a pas eu comme prédécesseur un utopiste encore plus grand que lui en la personne de Jules Verne? Oui, bien sûr, bah oui. Il continue Jules Verne. Hein. Et il a lu également le grand ouvrage d'astronomie remarquablement illustré de la fin du 19e, qui est celui de Camille Flammarion. Hein, si vous connaissez sans doute ce magnifique ouvrage de Camille Flammarion, qui est illustré de lithographie, qui fait le point sur la connaissance astronomique à la fin du 19e siècle. Et que Hergé connaît. Une autre question. Une réflexion. Ah. Oui. J'ai les spots dans la figure, donc je ne vois pas très bien. Finalement, cette victoire d'Hergé, c'est un peu la victoire de l'Europe sur les blocs Est et Ouest. Enfin, incontestablement. On est au lendemain de la signature de la CECA et à la veille du traité de Rome. Eh oui, donc c'est vraiment... Vous avez raison. Et puis, voilà. J'insiste beaucoup hein, sur le CERN, hein, le CERN de Genève dès 1952, qui sert manifestement de référence, je dirais quasi explicite, au Centre international de Sprague. Alors, vous avez quelque chose de tout à fait remarquable aussi, sur le même plan, c'est lorsque vous comparez les éditions successives de l'Étoile mystérieuse. Puisque la première version de l'Étoile mystérieuse va paraître juste au début de la guerre, si je me souviens bien, et là, les méchants qui veulent s'approprier le bloc tombé du ciel dans la mer, c'est des Américains. Et ils ont un drapeau américain. Et c'est un certain Blumenstein qui est à la source de cette tentative. Version étoile mystérieuse après la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est plus le drapeau américain que l'on voit sur le bateau qui va vers le météorite, mais c'est le drapeau d'une autre société scientifique, différente de la FSR, la Fédération scientifique pour la recherche, etc., qui a un drapeau vert avec des lettres d'or dessus, qui réunit des savants internationaux, hein, alors que l'autre, on ne sait pas très bien d'où elle va, elle n'a pas le même drapeau, mais ça n'est pas le drapeau d'un pays. Et Blumenstein devient Bowinkel. Bowinkel, qui est un nom typiquement flamand-bruxellois, qui, je crois, désigne un... Si ma mémoire est bonne, je ne sais plus si c'est un joaillier ou un pâtissier. Donc là, le changement de nom est assez intéressant, le changement de drapeau est aussi intéressant. Que, comme vous le savez, Hergé, en 44-45, doit se dédouaner, pas du tout de collaboration, il n'a pas collaboré, mais simplement, il a publié des dessins dans le journal de Bruxelles le soir, qui était un journal de la collaboration. Voilà. Donc certains ont voulu l'arrêter et tout, mais bon, il a échappé à ça, mais il corrige rapidement un certain nombre de dessins qui auraient pu paraître, disons, discutables. Il faut toujours comparer les éditions successives. Hein. Un vrai tintinophile se doit de posséder les différentes versions de chaque album. C'est indispensable. De la même façon qu'un littéraire se doit
de disposer des différentes éditions d'une même œuvre littéraire et de comparer les versions, quels ont été les ajouts, etc., les retraits. C'est le même travail. C'est le même travail. Certains albums n'ont pas beaucoup changé. Certes, les derniers, non. Mais tous ceux de l'entre-deux-guerres et de l'immédiat après-guerre ont beaucoup changé. Bon, déjà, il y a la colorisation. Et il y a également le reformatage, parce que les albums en noir et blanc avaient plus de pages et plus de cases. Donc il a fallu les retravailler et les reformater pour la publication dans la version 62 pages qui avait été exigée par les éditions Casterman, en disant c'est ce format-là qui est le plus adapté à la vente, c'est le plus vendeur. Donc il faut que vous retravaillez les albums antérieurs. Et il faut de la couleur. Aujourd'hui, la bande dessinée en noir et blanc, aujourd'hui 45-46, ça n'est plus vendeur, il faut coloriser. Et c'est là qu'il va faire appel à Eppie Jacobs, qui commence comme coloriste de Hergé, qui donne de son côté des bandes dessinées au journal Tintin, et qui va après être le créateur de Blake et Mortimer, qui est aussi une des plus belles séries de bandes dessinées. Et qui malheureusement, contrairement à Tintin, a continué après sa mort. Oui, parce que... Oui, mais alors... c'est de niveau très inégal. C'est très inégal. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. On est d'accord. Mais là, bon, Tintin, non, il y a toute la querelle autour du dernier album inachevé, qui est Tintin et l'Alphard, dont on n'a que le crayonné des premières pages et des crayonnés extrêmement sommaires, extrêmement schématiques de la suite. Alors, il y a plusieurs tintinophiles qui ont publié un album imaginaire à partir de la suite, en faisant la suite de ce qui est crayonné dans les premières pages. Et évidemment, c'est totalement clandestin, c'est totalement interdit. J'en ai un, mais vous ne le dites à personne. Ça se trouve par des voies détournées. Justement, moi j'avais une question dans ce sens-là. On trouve des albums sur différents sites internet. Quels critères Alors on trouve énormément de pastiches de Tintin qui sont très intéressants, mais qui sont totalement illégaux. Il y a beaucoup de pastiches de Tintin, et dans les pastiches de Tintin, il y a des Tintins érotiques, où Haddock et Tintin se livrent à certaines privautés, où le professeur Tournesol séduit la Castafiore. Tintin séduit la Castafiore, ou plutôt c'est la Castafiore qui séduit Tintin, et même parfois il y a Milou qui est dans le coup. Vous savez d'où vient le nom Milou, Milou était le surnom d'une bonne amie de Hergé. Ce qui fait que certains disent Milou est une chienne. Mais quand vous regardez Milou uriner dans les albums, non, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Milou est un chien, même s'il a le nom d'une amie de Hergé. Alors, excusez-moi, mais à ce propos, il y a une librairie à Paris qui est spécialisée dans les pastiches de Tintin. Oui, absolument. Voilà, dans le 3e arrondissement. Dans le 3e arrondissement. Et il y a un énorme graphe sur un mur qui représente Tintin et le capitaine Haddock en plus que... en compagnie très intime, disons. C'est ça, vous avez raison. Alors, les pastiches sont illégaux, mais ne font pas trop l'objet de poursuites de la part des ayants droit de Hergé, puisque bon, c'est sa veuve sur laquelle un Américain a mis le grappin et qui la manipule complètement. Pourquoi? Parce que ce sont des pastiches, ce ne sont pas des reproductions des albums. Donc on est dans une zone grise, si vous voulez. C'est illégal, mais pas trop poursuivi. En revanche, celui qui a voulu continuer l'Alphard, il l'a fait de manière très clandestine. Parce que là, on part d'un album qui, tout en restant inachevé, était, pour les premières pages, de la main de Hergé. Y a-t-il une autre question? C'est pas une question, mais c'est une analogie. Il y avait Astérix qui chantait
Ah oui, oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que l'hebdomadaire Tintin a été un très très grand succès, tant en Belgique qu'en France, et n'a eu en fait qu'un seul vrai concurrent, en tout cas de cette importance et de cet intérêt, qui est Spirou. Hein. Et donc, dans chacun de ces numéros hebdomadaires, il y avait des bandes dessinées, des premières planches, etc. Parce qu'évidemment, il fallait faire acheter la suite. C'est le principe du roman feuilleton. Hein. Et donc, il y a même eu des échanges entre des dessinateurs, Spirou et Tintin. Ils se font concurrence, mais ils ne se marchent pas sur les pieds. Donc, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et comment dire, cette production d'hebdomadaires illustrés a été très très importante. Alors maintenant c'est tombé en désuétude, d'ailleurs le journal Tintin a cessé sa parution, et un certain nombre donc des aventures de tel ou tel personnage de BD donnent lieu après à publication en album. Hein. D'ailleurs, l'album par Astérix sortait 6 mois après la dernière planche d'En Pilote. Et moi, je faisais un album à partir de Pilote, et je peux vous dire que j'avais du succès par mes camarades de classe. Bah oui, mais oui. Oui, parce que bon, Pilote a été une sorte d'hebdomadaire pour la jeunesse un peu new look. Hein, et c'est là, effectivement, que le personnage d'Astérix a fait ses premiers pas. Avec un dessin, d'ailleurs, très différent de la suite, hein, qui est moins bien. Hein. C'était vraiment les premiers essais de Uderzo avant qu'il arrive à une maîtrise parfaite du dessin. Alors Astérix, c'est pareil. Hein, depuis la mort de Goscinny, qui était le dialoguiste d'Astérix, avec des jeux de mots absolument merveilleux. Uderzo, pendant un temps, a été dessinateur et dialoguiste. C'est un très bon dessinateur, mais un mauvais dialoguiste. Donc c'est d'un intérêt moindre de ce point de vue-là. Hein. Mais oui, Astérix a été le grand succès de bande dessinée après Tintin. Ça, c'est absolument incontestable. Et tombe maintenant quand même dans la mode, dans les tendances, woko, écolo, tout ce que vous voudrez. Enfin, bon, je passe. Oui, c'est très important de signaler ça. Hein. Et alors, donc, vous avez 2 forts albums d'anthologie du journal de Tintin, depuis les origines jusqu'à la fin, que je vous recommande. Comme ça vous donne une idée de l'évolution de l'hebdomadaire Tintin, version belge et version française. C'est un peu cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Et là, c'est tout à fait intéressant de voir ce que pouvait donner l'hebdomadaire Tintin. Hein. Alors ceux qui ont la collection complète, là, sont les rois du monde. Hein. Je ne l'ai pas. Mes parents ne m'autorisaient pas à acheter ni Spirou ni Tintin. C'est donc une sorte de revanche contre une enfance malheureuse qui fait que je suis devenu tintinophile. Y a-t-il d'autres questions? Bon, moi j'ai une question qui ne concerne pas Tintin, je suis désolé. Je voudrais poser la question à notre présentateur. On nous a annoncé en 2021, je crois, que la fabrication des moteurs d'Ariane serait délocalisée en Allemagne du côté de Stuttgart. Et puis, on n'en entend plus trop parler. Pas une bonne question. C'est pour vous. Présentateur, c'était vous. Merci. Vous savez que un des challenges d'Ariane, et notamment d'Ariane 6, c'est le coût de production par rapport à Falcon 9 de SpaceX. Falcon 9 de SpaceX, l'usine est à côté du pas de tir. Quand vous regardez la dispersion en Europe des usines qui fabriquent les différents composants et différents sous-ensembles d'Ariane, c'est dispersé dans l'ensemble de l'Europe. C'est déjà un problème industriel derrière. Et
dans la perspective de rationaliser un petit peu l'outil industriel qui aboutit à Ariane 6, l'Europe a choisi de confier la fabrication du deuxième étage d'Ariane 6 à l'Allemagne. Donc le deuxième étage, c'est avec le moteur réallumable Vinci. Et donc Vinci a été étudié, développé, mis au point à Vernon. Et maintenant, la fabrication du moteur Vinci se fera effectivement en Allemagne pour des problèmes économiques. Vernon gardera les études des prochains moteurs, notamment Prometheus, garde la maîtrise aussi des étages réutilisables. C'est étudié à Vernon et c'est mis au point à Vernon. Et évidemment, toute la fabrication du premier étage et des moteurs du premier étage qui restent à Vernon. Donc c'est effectivement lié à un problème de rationalisation de la chaîne de production d'Ariane 6. Mais ça n'enlève rien à la capacité et au savoir-faire de Vernon. Merci, monsieur. Alors, y a-t-il une ultime question? Moi, je voulais demander à Gérard, peut-être un peu à tout le monde, est-ce que la Lune fait-elle encore rêver aujourd'hui? Elle fait rêver lorsqu'on se replonge dans les albums et qu'on retrouve son âme d'enfant. Mais pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une fois qu'elle a été conquise, ben... Comme dit Haddock dans Tintin au... non, c'est pas dans Tintin au Tibet. Si, c'est dans Tintin au Tibet. À quoi ça sert de gravir des montagnes puisqu'il faut redescendre après? Ce qui est la question la plus juste qu'on puisse poser à un alpiniste. Bien, merci encore à Gérard. De rien.